Château de Bellerive, Collines de Provence, 16 ans, Célestine Moreau, 35 ans, PDG milliardaire de l'empire technologique Moreau Industries, rentre chez elle avec 3 heures d'avance de son voyage d'affaires à Tokyo. Alors qu'elle s'approche de sa villa ultra-moderne de 15 millions d'euros, elle entend des rires provenant du jardin. Elle s'arrête derrière la haie parfaitement taillée et ce qu'elle voit la laisse complètement sans voix. Antoine Dubois, 32 ans, le gardien qu'elle avait embauché il y a seulement 1 mois, joue à s'arroser d'eau dans une piscine gonflable avec son fils Gabriel, 3 ans. L'enfant rit comme il ne l'avait jamais fait depuis que l'épouse de Célestine était morte 2 ans auparavant. Mais ce qui la bouleverse le plus, c'est de voir Antoine traiter Gabriel comme s'il était son propre fils, avec un amour et une tendresse que elle, prise par sa carrière de milliardaire, n'arrivait plus à lui donner. Ce qu'elle découvrira sur Antoine changera sa vie à jamais. Le château de Bellerive se dressait sur les collines provençales comme un joyau de l'architecture contemporaine, tout en verre, acier et lignes minimalistes qui parlaient de pouvoir absolu. Célestine Moreau avait fait construire cette demeure de 15 millions d'euros après que Moreau Industries soit devenue la 3e entreprise technologique la plus puissante d'Europe, un empire qui contrôlait de l'intelligence artificielle aux voitures électriques, générant des profits qui dépassaient les 3 milliards par an. Mais derrière ces murs de cristal qui reflétaient le succès, se cachait le vide le plus profond qu'une mère puisse imaginer. Gabriel avait 3 ans et durant les 2 dernières années avait presque oublié ce que signifiait avoir une mère présente. Depuis qu'Isabelle, l'épouse de Célestine, était morte dans un accident d'avion pendant des vacances aux Seychelles, la vie de l'enfant s'était transformée en une succession de nounous, gouvernantes et personnels domestiques qui s'alternaient dans le château comme des équipes de travail. Célestine, dévastée par la douleur et incapable d'affronter la réalité d'être restée seule avec un petit enfant, s'était réfugiée dans le travail comme dans une drogue. 14 heures par jour au bureau, voyage continuel entre Paris, Londres, New York, Silicon Valley. Réunions, acquisitions, stratégie d'entreprise qui exigeait sa présence constante. Célestine se disait qu'elle construisait un avenir pour Gabriel, que chaque million gagné était pour lui garantir la meilleure vie possible. Mais la vérité était qu'elle ne savait pas comment être mère sans Isabelle à ses côtés. Gabriel était un enfant aux cheveux blonds et aux yeux bleus comme ceux de maman. Mais ces derniers mois, il était devenu de plus en plus silencieux, de plus en plus introverti. Les nounous se succédaient parce que Célestine les licenciait pour chaque petite imperfection. Le problème était que Célestine exigeait la perfection professionnelle, mais n'arrivait pas à donner d'amour authentique. Elle rentrait à la maison à 10 heures du soir, quand Gabriel dormait déjà, et repartait à 6 heures du matin, avant qu'il ne se réveille. La dernière nounou, Madame Martineau, une femme de 60 ans avec 30 ans d'expérience, était partie 2 semaines auparavant avec une phrase qui avait blessé Célestine plus que n'importe quelle critique d'entreprise. Son fils avait besoin d'une mère, pas d'un autre employé qui exécutait des ordres. C'est alors que l'agence de services domestiques de luxe lui avait proposé une solution différente. Un gardien homme à tout faire qui pourrait s'occuper de l'entretien du château et en même temps veiller sur Gabriel pendant ses absences. Antoine Dubois avait 32 ans et un CV qui avait intrigué Célestine. Diplômé en agronomie, il avait travaillé pendant des années comme jardinier dans les villas les plus exclusives de la Côte d'Azur, mais avait aussi de l'expérience comme animateur dans des centres de vacances et avait élevé seul ses 2 frères cadets après la mort de leurs parents. L'agence le décrivait comme un homme aux 1000 ressources, capable de transformer n'importe quel espace vert en paradis et de conquérir la confiance de n'importe quel enfant. Quand il s'était présenté pour l'entretien, Célestine avait été frappée par son naturel. Grand, épaules larges, mains qui parlaient de travail honnête, yeux marrons qui souriaient même quand la bouche était sérieuse. Il s'habillait simplement mais avec dignité. Et quand il avait parlé de sa philosophie pour s'occuper des enfants, il avait utilisé des mots que Célestine n'entendait plus depuis longtemps. Les enfants ont besoin de se sentir aimés pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils devraient devenir.
Elle l'avait embauché le soir même, plus par désespoir que par conviction. Gabriel avait besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. Le château avait besoin d'entretien, et elle devait partir pour Tokyo pour conclure un accord de 500 millions avec une multinationale japonaise. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point de découvrir ce que signifiait vraiment aimer un fils. Le voyage à Tokyo devait durer 4 jours, mais Célestine réussit à conclure les négociations avec Yamamoto Corporation en seulement 48 heures. L'accord de 500 millions pour fournir ces systèmes d'intelligence artificielle au marché asiatique était signé avec un jour d'avance. Et pourtant, pour la première fois en mois, cette satisfaction du devoir accompli ne la comblait pas complètement. Durant le vol de retour, elle se surprit à penser à Gabriel au lieu des contrats. Elle se demandait ce qu'il faisait si Antoine avait réussi à suivre les 3 pages d'instructions détaillées qu'elle avait laissées. L'avion atterrit à Roissy à 3 heures de l'après-midi de septembre. Elle avait dit à Antoine qu'elle reviendrait le lendemain soir. Elle voulait vérifier comment il se comportait quand il pensait ne pas être observé. La Maserati noire glissa silencieusement vers le château de Bellerive. Avant d'entrer, elle s'arrêta, entendant des rires et des éclaboussures d'eau du jardin. La voix de Gabriel plus joyeuse que dans ses souvenirs des derniers mois. Elle contourna le château en se cachant derrière la haie de buis. Ce qu'elle vit la paralysa complètement. Dans le jardin arrière, où régnait toujours un ordre muséal, il y avait une piscine gonflable verte. Antoine, en pantalon de travail et t-shirt mouillé, était agenouillé près de la piscine avec un tuyau d'arrosage. Gabriel, en maillot de bain avec un canard en plastique jaune, riait aux éclats pendant qu'Antoine l'arrosait délicatement. Ce n'était pas la scène qui la choqua, mais l'expression de pure joie sur le visage de son fils, qu'elle ne voyait plus depuis qu'Isabelle était morte. Gabriel battait des petites mains dans l'eau, éclaboussait Antoine, qui faisait semblant d'être attaqué par le canard, riait de ce rire spontané que seuls les enfants complètement heureux savent faire. Antoine ne se contentait pas de le surveiller. Il jouait avec lui, réagissait à ses réponses comme si c'était la chose la plus importante du monde. Quand Gabriel lui montrait comment nageait le canard, Antoine applaudissait avec un enthousiasme authentique. Célestine resta cachée 20 minutes, voyant son fils interagir avec une naturalité et une confiance jamais montrées avec les nounous professionnels. Le moment qui la frappa le plus fut quand Gabriel, fatigué, s'approcha d'Antoine et appuya sa petite tête sur son épaule mouillée, dans ce geste de totale confiance que les enfants réservent seulement à ceux qui les font se sentir en sécurité. Elle réalisa soudain combien de temps elle avait perdu, combien d'amour elle avait nié à son fils. Antoine, en 1 mois, avait réussi à ramener la joie dans la vie de l'enfant simplement en le traitant comme ce qu'il était. Un enfant qui avait besoin de jouer, rire, se sentir aimé inconditionnellement. Elle s'éloigna silencieusement et rentra par la porte principale. Mais dans sa tête résonnaient 1000 questions. Qui était vraiment Antoine Dubois? Comment avait-il conquis le cœur de Gabriel? Et que devait-elle changer pour devenir la mère que son fils méritait? Ce soir-là, après avoir couché Gabriel avec une facilité surprenante, Célestine se retrouva seule avec Antoine dans la cuisine ultramoderne. L'enfant s'était endormi serein après avoir raconté tous les jeux faits avec tonton Antoine. Et pour la première fois en mois, Célestine l'avait vu s'endormir en souriant. Antoine rangeait la vaisselle avec des mouvements naturels, comme si cette cuisine de 100 000 € était sa maison depuis toujours. Célestine l'observait, cherchant à comprendre qui était l'homme qui, en 1 mois, avait rendu son fils heureux. Quand elle lui demanda comment il avait conquis la confiance de Gabriel, Antoine expliqua que l'enfant, initialement, avait été timide et méfiant. Il ne parlait presque pas, semblait toujours attendre d'être jugé. Antoine avait compris que Gabriel n'avait pas besoin de règles parfaites, mais de se sentir libre d'être enfant. Il avait commencé en l'emmenant au jardin, lui montrant comment planter des graines, expliquant pourquoi les plantes avaient besoin d'eau et de soleil. Gabriel avait commencé à poser des questions, de plus en plus chaque jour. Puis étaient arrivés les jeux d'eau, les bons hommes debout, les chasses au trésor. Antoine ne suivait aucun programme pédagogique.
Il suivait la curiosité naturelle de l'enfant. En parlant, Célestine comprit que cet homme possédait une sagesse naturelle qui ne s'apprend pas à l'université. Antoine lui raconta avoir élevé ses frères cadets, Lucas et Simon, après que leurs parents soient morts quand il avait 18 ans. Il avait renoncé à l'université pour travailler et les entretenir, apprenant à être grand frère et figure paternelle à la fois. Maintenant, Lucas était médecin à Lyon, Simon ingénieur à Toulouse, tous deux mariés avec des enfants. Antoine était l'oncle adoré, appelé pour chaque anniversaire et moment important. Mais il n'avait jamais eu sa propre famille, avait toujours mis en premier le bien-être des autres. Quand Célestine demanda pourquoi il ne s'était jamais marié, Antoine sourit avec mélancolie. Quand on grandit trop vite, quand à 18 ans on doit devenir responsable d'une famille, parfois on oublie de vivre pour soi. Il avait eu des relations, mais aucune femme n'avait accepté que sa priorité soit ses frères. C'est pourquoi il avait accepté le travail chez Célestine. Ce n'était pas seulement une question économique, c'était l'opportunité de s'occuper à nouveau d'un enfant, de se sentir utile, de donner de l'amour à quelqu'un qui en avait besoin. Antoine avoua que Gabrielle lui avait souvent parlé d'elle, toujours avec admiration, mais aussi avec une tristesse qui brisait le cœur. L'enfant savait que maman travaillait beaucoup, était importante, mais il voulait simplement qu'elle joue avec lui, rit de ses blagues, l'écoute. Cette nuit-là, Célestine ne réussit pas à dormir. Pour la première fois en 2 ans, elle réfléchit vraiment à ce qu'elle était devenue. Elle avait construit un empire, conquis le succès, accumulé des millions. Mais elle avait perdu le rapport avec son fils. Un homme qui ne possédait rien, sinon un cœur immense, lui enseignait ce que signifiait être vraiment riche. Les jours suivants changèrent quelque chose de fondamental chez Célestine. Pour la première fois en 2 ans, elle commença à déléguer des responsabilités, dire non à des réunions non essentielles, rentrer à la maison avant 8 heures. Elle voulait observer la relation entre Antoine et Gabrielle, mais surtout apprendre comment reconquérir le cœur de son fils. Antoine ne lui faisait pas de sermons, ni ne la jugeait pour ses absences passées. Avec discrétion et gentillesse, il commença à l'inclure dans les activités quotidiennes avec Gabrielle. Il l'invitait aux jeux au jardin, lui expliquait les petits rituels instaurés, lui montrait comment transformer des moments ordinaires en aventures extraordinaires. Un après-midi, pendant qu'Antoine enseignait à Gabrielle à planter des graines de tournesol, Célestine se joignit à eux en se salissant pour la première fois les mains avec la terre. Gabrielle était en extase de voir sa maman agenouillée dans la boue à côté de lui, sale et souriante, comme il ne l'avait pas vue depuis des années. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Pendant un orage de fin septembre, arriva quelque chose de décisif. Gabrielle, qui d'habitude avait peur des éclairs, courut vers Antoine et Célestine qui regardaient la pluie de la véranda. Antoine le prit dans ses bras en lui racontant que les orages étaient les géants du ciel qui prenaient leur douche, et les éclairs leur flash pour les photos. Célestine regardait Antoine transformer la peur de Gabrielle en curiosité et émerveillement. Elle comprit qu'il ne faisait pas que divertir un enfant. Il lui enseignait à voir le monde avec des yeux différents, à ne pas avoir peur de l'inconnu, à trouver de la beauté même dans les choses qui font peur. Ce soir-là, Célestine demanda à Antoine de rester encore un peu. Pour la première fois, elle commença à parler d'Isabelle, comment elles s'étaient rencontrées à l'université, comment elles avaient construit le rêve d'une famille, comment la mort d'Isabelle l'avait laissée complètement perdue. Antoine écoutait sans juger, sans donner de conseils non demandés. Quand Célestine commença à pleurer, il lui offrit simplement un mouchoir et resta en silence à côté d'elle. Il ne chercha pas à la consoler avec des phrases toutes faites. Il resta présent, et cette présence valait plus que 1000 mots. Célestine comprit que c'était la première fois en 2 ans que quelqu'un la voyait non comme la PDG de succès, mais comme une mère qui avait peur, se sentait inadéquate, avait besoin d'aide pour reconstruire la relation avec son fils. Antoine lui dit quelque chose qui lui resta gravé.
Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, mais de parents vrais, qui se trompent, mais essaient, qui ne savent pas tout, mais sont prêts à apprendre ensemble avec eux. Le lendemain, Célestine bouleversa le conseil d'administration de Morrow Industries. Elle annonça qu'elle réduirait ses heures de travail de 40%, délèguerait de nombreuses responsabilités opérationnelles. Sa priorité absolue devenait le temps pour Gabriel. Mais la vraie révolution devait encore arriver. Célestine comprenait que ce qu'elle ressentait pour Antoine dépassait la gratitude. Elle tombait amoureuse de l'homme qui lui apprenait à aimer à nouveau. L'automne provençal peignait les collines autour du château de Bellerive de couleurs chaudes, et pour la première fois en 2 ans, cette maison semblait vraiment une maison et non un musée du succès. Célestine avait tenu sa promesse. Maintenant, elle passait les après-midi avec Gabriel, participait à ses jeux, l'aidait avec les petits devoirs de l'école maternelle. Mais le vrai miracle était qu'Antoine avait transformé elle aussi, pas seulement son fils. Il lui avait appris à ralentir, à trouver de la joie dans les petites choses, à voir le monde à travers les yeux de Gabriel. Ensemble, ils avaient construit des châteaux de sable dans le jardin, préparé des biscuits en salissant toute la cuisine, regardé des dessins animés serrés sur le canapé. Célestine découvrait des aspects d'elle qu'elle croyait enterrés pour toujours sous des années de réunions et stratégies d'entreprise, mais pendant qu'elle apprenait à être une meilleure mère, grandissait en elle un sentiment qui l'effrayait et l'émouvait en même temps. Elle regardait Antoine jouer avec Gabriel et sentait son cœur s'accélérer. Elle écoutait son rire quand l'enfant faisait quelque chose d'amusant et désirait l'entendre pour toujours. Elle observait ses mains fortes et gentilles pendant qu'il enseignait à Gabriel à construire une maisonnette pour les oiseaux et imaginait ces mêmes mains qui la touchaient. Antoine, de son côté, commençait à regarder Célestine avec des yeux différents. Plus la PDG inaccessible et distante, mais la femme qui apprenait à être vulnérable, qui se salissait les mains au jardin en riant comme une enfant, qui le soir s'endormait sur le canapé avec Gabriel dans les bras après avoir lu trop de contes. Le moment de tournant arriva un soir de novembre, quand Gabriel eut une forte fièvre. Célestine paniqua, appela 3 médecins différents, voulait l'emmener à l'hôpital pour chaque degré de température. Antoine, avec calme et assurance, la rassura, lui montra comment faire baisser la fièvre avec des méthodes naturelles, resta éveillé toute la nuit avec elle pour contrôler que l'enfant aille mieux. Vers 4 heures du matin, pendant que Gabriel dormait enfin serein, Célestine et Antoine se trouvèrent assis l'un à côté de l'autre sur le canapé du salon, épuisés mais soulagés. Célestine appuya la tête sur l'épaule d'Antoine sans y penser et instinctivement lui caressa les cheveux. Ils restèrent ainsi un moment, en silence, sentant tous deux que quelque chose changeait entre eux. Quand Célestine leva le regard et rencontra les yeux d'Antoine, elle comprit qu'il ressentait aussi ce qu'elle ressentait. Ils s'embrassèrent doucement, avec la tendresse de 2 personnes qui avaient attendu longtemps pour se trouver. Ce ne fut pas de la passion dévorante, mais quelque chose de plus profond. Reconnaissance, complétude, la sensation d'être enfin chez soi. Dans les jours qui suivirent, leur relation changea naturellement. Il n'y avait plus Madame Morrow et le gardien, mais Célestine, Antoine et Gabriel, une famille qui se formait sans forcer, grandissant jour après jour dans l'amour et la compréhension mutuelle. Gabriel fut le premier à s'apercevoir du changement et, avec l'innocence des enfants, commença à appeler Antoine presque papa. Célestine et Antoine se regardèrent, surpris la première fois que cela arriva, mais puis sourirent en comprenant que l'enfant avait simplement donné un nom à ce qu'ils ressentaient tous les 3. Ils étaient devenus une famille. Mais l'amour vrai se met toujours à l'épreuve. Un matin de décembre, Célestine reçut un appel téléphonique qui changea tout. Morrow Industries avait reçu une offre d'acquisition de la part d'une multinationale américaine pour 8 milliards d'euros. C'était l'affaire de sa vie, l'occasion de devenir une des femmes les plus riches du monde. Mais accepter signifiait déménager à New York pour au moins 3 ans, repartir de zéro, retourner au rythme de travail massacrant d'avant. Ce soir-là, pendant que Gabriel dormait,
Célestine parla avec Antoine de la proposition. Il écouta en silence, puis lui dit simplement que la décision était la sienne. Quoi qu'elle choisisse, Gabriel et lui la soutiendraient. Mais dans les yeux d'Antoine, Célestine vit la peur de perdre encore tout ce qu'il avait appris à aimer. Et elle comprit que la vraie richesse ne se mesure pas en milliards, mais dans la capacité de choisir l'amour au-dessus de toute autre chose. La proposition américaine resta sur la table pendant 3 semaines, durant lesquelles Célestine se trouva face à la décision la plus importante de sa vie. 8 milliards d'euros, un chiffre qui aurait rendu Morrow Industries la plus grande acquisition technologique européenne de l'année, et elle une des femmes les plus puissantes du monde des affaires. Mais chaque fois qu'elle regardait Gabriel rire avec Antoine dans le jardin du château de Bellerive, chaque fois qu'elle se réveillait le matin avec Antoine à côté et se sentait complète pour la première fois depuis des années, chaque fois qu'elle voyait dans les yeux de son fils la sérénité que seule une famille unie peut donner, elle comprenait que la vraie valeur de sa vie ne se mesurait pas en dollars. Le conseil d'administration de Morrow Industries la pressait quotidiennement. Les actionnaires parlaient d'opportunités uniques. Les médias financiers spéculaient sur ses intentions. Les chasseurs de tête internationaux l'appelaient pour lui offrir des postes de PDG dans d'autres multinationales américaines. Tout le monde des affaires attendait sa réponse. Antoine ne parlait jamais de la question, mais Célestine voyait dans ses yeux l'inquiétude. Un soir, pendant qu'ils préparaient ensemble le dîner avec Gabriel, qui les aidait en éparpillant la farine partout, Antoine lui dit quelque chose qui lui alla droit au cœur. Il ne voulait pas être la raison pour laquelle elle renonçait à ses rêves. Célestine s'arrêta, le regarda et sourit, lui expliquant que ses rêves avaient changé. Il y a 2 ans, son rêve était de dominer le monde des affaires. Aujourd'hui, son rêve était de dîner chaque soir avec eux deux, voir grandir Gabriel dans une famille qui l'aimait, construire quelque chose de vrai ensemble. La réponse définitive arriva pendant la fête de Noël, qu'ils organisèrent au château de Bellerive. C'était la première vraie fête qu'ils célébraient ensemble, avec l'arbre décoré par Gabriel, la cheminée allumée, les cadeaux emballés avec plus d'amour que de perfection esthétique. Gabriel, en ouvrant les cadeaux, trouva un livre de contes qu'Antoine avait écrit, illustré à la main avec leurs aventures ensemble. L'enfant explosa de joie, embrassa Antoine en l'appelant pour la première fois « Papa Antoine », sans correction, et à ce moment, Célestine comprit qu'aucun contrat de milliards ne pouvait acheter ce bonheur. Le 28 décembre, Célestine convoqua une conférence de presse qui fit la une du monde économique. Devant journalistes, analystes financiers et caméras internationales, elle annonça que Morrow Industries refusait l'offre américaine et restait une entreprise française. Mais surtout, elle annonça une révolution dans sa gestion d'entreprise. Célestine garderait le contrôle stratégique, mais délèguerait la gestion opérationnelle, réduisant son engagement de travail à 50%. La moitié des profits de l'entreprise serait destinée à des projets sociaux pour les familles, crèches d'entreprise, soutien aux parents travailleurs. Morrow Industries devenait la première grande entreprise française à mettre officiellement la famille au centre de sa philosophie d'entreprise. Mais la plus grande nouvelle, elle la donna 6 mois plus tard, quand elle épousa Antoine dans une cérémonie intime dans le jardin du château de Bellerive, avec Gabriel comme porteur d'alliance qui dit à tous qu'enfin il avait une famille complète. Les journaux à scandale parlèrent de la PDG milliardaire qui épousait le jardinier, mais Célestine ne se souciait pas des commentaires. 1 an plus tard, quand naquit Isabelle, appelée ainsi en honneur de la première épouse de Célestine, Gabriel déclara être le grand frère le plus heureux du monde. Antoine avait ouvert sa propre entreprise de conception de jardins thérapeutiques pour enfants, devenant un des experts les plus demandés en Europe. Célestine continuait à diriger Morrow Industries, mais avec des horaires qui lui permettaient d'être présente pour chaque moment important de la famille. Un soir d'été, pendant qu'il dînait dans le jardin qu'Antoine avait transformé en petit paradis, Gabriel posa une question qui fit sourire tout le monde. S'il se souvenait quand elle était toujours triste et travaillait toujours.
Célestine regarda Antoine, qui tenait Isabelle dans ses bras, puis Gabriel, qui avait le visage sale de glace, et souriait avec ce bonheur pur des enfants aimés, et répondit qu'elle se souvenait, mais avait découvert que l'argent peut acheter une belle maison, mais seul l'amour peut la transformer en maison heureuse. Antoine lui prit la main et murmura que parfois l'amour arrive habillé en gardien quand on s'y attend le moins. Cette nuit-là, pendant qu'ils couchaient les enfants et s'asseyaient sur la terrasse pour regarder les étoiles au-dessus de la Provence, Célestine savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait refusé 8 milliards d'euros, mais avait gagné quelque chose qui n'avait pas de prix. Une vraie famille, un amour authentique, la conscience que la plus grande richesse est celle du cœur. Moreau Industries continuait à grandir et prospérer, mais maintenant, elle avait une âme. Et cette maison sur les collines provençales, qui n'était autrefois qu'un symbole de succès froid, était devenue l'endroit où l'amour gagnait toujours, où les miracles s'appelaient famille, et où chaque jour il démontrait que les choix du cœur valent plus que n'importe quelle fortune. Si cette histoire d'amour qui transforme tout a ému, mets like et abonne-toi pour d'autres histoires incroyables de seconde chance. Dis-moi dans les commentaires. Aurais-tu jamais renoncé à 8 milliards pour l'amour? Crois-tu que le vrai succès se mesure en argent ou en bonheur? Et ne rate pas la prochaine vidéo où tu découvriras une autre histoire extraordinaire qui te fera croire au pouvoir de l'amour vrai.